Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, nous sommes chez une Ponérine, effectivement. Donc pour tous ceux qui sont fans de Ponérine, cette vidéo est faite pour vous. Comme vous le voyez, nous sommes encore sur un déménagement. Enfin, vous l'avez pas encore vu, mais vous l'avez compris maintenant. Effectivement, j'ai déménagé donc mes Odotomachus haematodus, et je vais simplement vous montrer un peu leur premier pas, on va dire, dans ce nouveau nid. Alors, cette fois-ci, vous pouvez le dire, c'est un nid qui vient d'AliExpress, que j'ai racheté à un intermédiaire. Franchement, c'est très fonctionnel ce type de nid, mais bref, on va en parler un peu plus. Et oui, la première étape pour elles, c'est donc d'aménager leur nouveau territoire, si je puis dire. Et donc, comme vous le voyez, je les ai déménagés d'une manière un peu grossière. C'est-à-dire que, certes, dans les images, vous ne le verrez pas, mais je vous le dis. Moi, personnellement, j'ai utilisé une cuillère que j'avais vue d'ailleurs chez La Petite Fourmi, la chaîne La Petite Fourmi, que je mettrai en description d'ailleurs, si vous voulez voir d'ailleurs une colonie bien plus grande d'Odotomachus haematodus. Pour information, elles viennent d'ailleurs de chez lui à la base. Je pense qu'il l'avait offert à quelqu'un, puis elle a été vendue à un autre, et ça s'est retrouvé chez Viking Hans, qui me l'a offert. Pour le petit récapitulatif. Excusez-moi, je bégaye un peu. Mais je vais le laisser au montage parce que ça va en faire rire plus d'un. Alors, pour autre information, bien entendu, c'est une reproduction consanguine, donc c'est uniquement des sexués mâles et des princesses de sa propre colonie. Il les a reproduits, donc il a laissé faire nature, bien entendu, mais ça a fonctionné, et par conséquent, on est sur apparemment l'une des dernières fondations qui donne quelque chose réellement. Alors on a une quarantaine d'individus, vous allez le voir dans la vidéo, ce n'est pas spécialement évident de les voir, mais revenons-en au déménagement. Alors comment j'ai procédé, je vous disais justement que la Petite Fourmi, c'est de là que j'ai pris l'idée, c'est tout simplement d'utiliser une cuillère en soi, et de prélever, on va dire, ouvrière par ouvrière, et couvain potentiellement, ainsi que le reste. Alors ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'elles déplaçaient des cocons, j'ai pris la pince, et j'ai tout simplement proposé la pince, elles sont grimpées dessus. Après je les ai déposées dans la nouvelle aire de chasse. Pour le couvain qui est accroché généralement aux parois, j'ai tout simplement enlevé la terre par-dessus et ensuite j'ai mis la cuillère en dessous, j'ai fait tomber délicatement avec la pince et voilà, j'ai récupéré tout le couvain de cette façon pratiquement, excepté les œufs, je laissais l'ouvrière les prendre pour partir avec et ensuite je récupérais l'ouvrière. Ça a été assez simple au final comme déménagement. Ce qu'il faut faire attention, c'est que je ne le précise pas, mais c'est une espèce qui peut piquer potentiellement. Alors, si vous n'êtes pas serein, vous mettez des gants, tout simplement, ça évitera les problèmes, on va dire. Je sais que certains, pour des espèces un peu plus dangereuses, genre Tetraponera, etc., ils mettent des gants, et en plus de ça, ils se badigeonnent, on va dire, comment on appelle ça, d'anti-évasion, donc... Enfin voilà, il y a des possibilités si vous voulez pas prendre de risques. Personnellement, je n'ai rien utilisé, j'étais juste très attentif et au final, il n'y a pas eu de problème, il n'y a personne qui a essayé de grimper ou quoi que ce soit. Elles sont pas vraiment bonnes grimpeuses en général, les Odotomachus, cependant ça n'empêche qu'elles sont malines, donc elles vont coller par exemple sur les surfaces de l'aire de chasse, de la terre, si on leur laisse la possibilité de le faire, si vous humidifiez notamment, et par conséquent, petit à petit, elles pourront grimper. Enfin voilà, donc le déménagement s'est plutôt bien réalisé en soi, je n'ai pas eu de problème avec elles. Ici on voit une chose très intéressante, c'est qu'elles aménagent déjà l'endroit à leur façon. Donc là, pour vous situer, ça fait plus ou moins 15 minutes que j'ai terminé de déménager tout le monde, et vous voyez qu'elles referment déjà les cavités, enfin du moins l'entrée du nid principal. Et ça c'est hyper intéressant parce que elles ont vraiment pas perdu de temps quoi. À peine déposées dans leur nouvel environnement, désolé pour le bruit, à peine déposées dans cet environnement, elles ont directement réduit l'entrée de cette cavité et franchement j'ai trouvé ça hyper stylé. C'est pour ça que je vous le filme d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va avoir une longue vidéo en soi parce que j'aime en tout cas vous montrer vraiment dans le détail, même s'il y a pas mal de cuts, mais la façon dont elles vont justement gérer cette entrée, directement s'en occuper pour se sécuriser. Ça franchement c'était hyper intéressant, à comparer avec d'autres espèces, il y en a pas mal qui seraient restés dans l'aire de chasse durant 5-6 heures avant même de visiter, je veux dire, les cavités. Bon, chaque fourmi est différente, elles ont forcément un seuil de confiance différent, des capacités totalement différentes, et bien entendu, pour Odotomachus haematodus, ici on voit que la confiance est plutôt pas un problème. Alors dans l'ensemble, ce petit nid, franchement, moi je suis fan, mais je vous l'ai déjà dit, tous les nids un peu style AliExpress en général, je suis vraiment fan. La coloration est nettement mieux d'ailleurs, si vous regardez bien, que la coloration du nid précédent, qui est donc rougeâtre. Ici on est sur un orange, franchement je trouve ça déjà beaucoup plus stylé. Après les goûts et les couleurs, vous savez, à vous de voir ce que vous en pensez. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Mais personnellement je suis assez convaincu.
Bien entendu, on ne va pas voir que la partie aire de chasse, hein. On passera très prochainement à la partie nid, et vous allez voir Madame la Reine ainsi que son couvain et d'autres ouvrières. Alors ici, encore un bémol de ce type de nid, il nous manque 2-3 cm de haut pour y poser un abreuvoir. Ça c'est toujours le problème. Alors vous me direz un abreuvoir pour cette espèce-là, bah oui, c'est vrai que ça paraît fou, mais en fait, récemment j'ai trouvé une sorte d'abreuvoir qui permet de boire par le dessous, et c'est un peu une sorte de goutte à goutte. Donc voilà, il faut pas que l'espèce soit trop petite, sinon elle se fait absorber, mais c'est totalement viable. Mais la réserve est comme les autres au final, c'est une réserve qui est assez haute, et par conséquent, c'est problématique dans ce type de nid. Sinon, pour elle boire, en attendant, j'ai mis tout simplement le coton, enfin le tube avec le coton, comme vous voyez. Autrement, il suffira d'humidifier, je vais dire un minimum votre substrat dans l'air de chasse, et ça leur permettra de boire directement. En tout cas, vous le voyez, elles sont vraiment investies dans ce travail, hein. Il y en a d'autres qui récupèrent de la terre pour la rentrer dans le nid, et vous allez comprendre pourquoi plus tard également, même si dans les images on ne verra pas bien leur boulot actuel, mais j'imagine que dans la prochaine vidéo je pourrai vous montrer plus en détail. Et je vous invite du coup à voir dans le nid ce qu'il se passe actuellement. C'est parti. Alors nous y voici. On remarquera du coup que j'ai 5 cocons, c'est déjà pas mal en vrai, parce que je n'avais aucune visibilité sur le couvain avant de les déménager, parce que l'ancien setup était donc une boîte Ikea, avec juste de la terre qu'elles avaient aménagée en laissant une grosse entrée de plus ou moins 2-3 cm, et elles vivaient par-dessous, et j'avais vraiment aucune visibilité, excepté les larves collées aux parois, qui me donnaient un indicateur du couvain. Alors dans cette colonie qui est donc consanguine en soi pour la reproduction, on a parfois l'arrivée de sexués mâles, donc on va dire de manière générale, ça arrive que de sexués mâles voient le jour chez n'importe quelle fourmi, reine ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'ici du coup, vu que ça a été fécondé d'une manière un peu particulière, on va dire, même si c'est en soi le schéma classique, mais du coup avec les mêmes individus d'une même colonie, peut-être que la spermathèque de la reine n'est peut-être pas assez développée. Ça, c'est une interrogation. C'est peut-être aussi ce qui a poussé, je vais dire, toutes les autres fondations à ne rien donner de concret par la suite. Ici, dans tous les cas, on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne, comment ça évolue. Je vous avoue que, de base, ce n'est pas spécialement des espèces qui m'intéressent, sur lesquelles je me porterai directement. Mais vu que j'ai eu l'opportunité et que je me dis, vous êtes pas mal à apprécier ce type d'espèces notamment, ça n'empêche que voilà, je peux leur dédier une petite place dans mon élevage, leur apporter tous les besoins nécessaires et en même temps vous partager justement l'évolution de cette colonie. Depuis que je les ai reçus, j'ai déjà récupéré dans l'aire de chasse au moins une vingtaine de cocons ouverts, donc ça prolifère bien, ça évolue bien, donc à partir de là il n'y a rien à signaler, c'est une très bonne chose en soi. J'imagine donc qu'à l'arrivée elles étaient une vingtaine, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Maintenant, dans tous les cas, objectif aller le plus loin possible avec elles et voir comment ça se développe. Ici elles ont un peu de place dans ce style de nid, donc maintenant c'est pas énorme, mais je me dis qu'il faut un nid intermédiaire qui ira parfaitement. On pourrait accueillir, je pense, une centaine d'individus, voire un petit peu plus peut-être, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, on le verra ensemble, on verra comment ça se développe, et voilà. Par contre, ce que vous voyez à l'intérieur du nid, moi j'apprécie, la coloration est sympa, et il y a quand même de la hauteur, mine de rien, donc elles peuvent marcher sur les parois, etc. Enfin, je trouve ça intéressant. On a également une zone où on peut réguler l'hygrométrie. On a en soi une réserve classique, et donc une sorte de, je veux dire, petit tube plastique par-dessous, qui permet avec cette grille de, bien entendu, refaire monter naturellement l'humidité, et ça c'est hyper sympa. C'est un système qui casse pas de briques, mais je trouve ça hyper simple mais efficace. Maintenant on verra comment ça va se passer pour elles, parce que du coup elles ne sont pas en pleine terre, on n'a pas sur un terre à planter, on n'est pas sur tout ça, donc il n'y a pas de raison que ça aille mal, j'ai envie de vous dire, mais on va pouvoir observer justement un peu mieux cette espèce et voir comment ça se déroule. Ici Madame la Reine, vous voyez, elle est venue justement se déplacer et voir l'entrée du nid. Figurez-vous qu'elle est restée 5 minutes. Pour quelle raison? Je pense que c'est la lumière qui la dérangeait. N'étant pas habituée à être sous les projecteurs en soi, je pense que ça l'ennuyait vraiment, contrairement aux ouvrières qui chassaient, qui vont chercher de la nourriture régulièrement dans l'aire de chasse, qui sont déjà confrontées à la lumière du jour. La reine cependant, je ne la voyais jamais, et donc je pense qu'ici c'était vraiment un élément qui la perturbait. Donc j'ai remis le cache rouge ensuite, un peu plus tard bien entendu après avoir fait les images, et là elle est tout de suite revenue dans l'intérieur du nid, c'est ce qui m'a fait penser qu'effectivement la lumière la dérangeait.
En soi, Odontomachus, en général, c'est vraiment très impressionnant comme espèce, hein. Il faut savoir qu'il y a des Odontomachus bien plus grandes que ça d'ailleurs, et ça c'est hyper sympa. J'ai pu notamment voir et filmer sur la chaîne les Odontomachus astatus, qui sont très très jolis, hein. On a une coloration un peu jaunâtre, un peu miel, un peu orangé, franchement c'est super sympa. C'est pareil, hein, ça se développe assez bien, c'est pas les plus rapides, mais il faut savoir qu'en nature c'est arboricole, enfin en partie arboricole, c'est-à-dire qu'elles vont également chasser sur les arbres, etc. et notamment se nourrir d'autres fourmis, parce que oui, Odontomachus, le genre en général est très, je vais dire, très puissant, très fort pour malheureusement s'occuper d'autres espèces de fourmis. Vous vous en doutez, la fermeture des mandibules est un atout redoutable qui permet de tuer ou d'assommer diverses proies, et notamment d'autres fourmis, quoi. Bref, comme je disais, Odontomachus astatus, c'est assez sympa. Il faut savoir que les colonies en nature sont assez souvent trouvées avec plusieurs reines, donc ça c'est un point très intéressant. Maintenant, bon, ce n'est pas l'espèce que je possède, bien, c'est bien dommage, hein, je vais pas vous mentir, parce que c'est totalement différent, mais il faut se faire la main sur quelque chose, et Odontomachus haematodus, c'est plutôt simple, j'aimerais dire, parce que je me permets de le dire, parce que j'ai entendu souvent, et qu'en plus de ça, c'est une bonne mise en bouche en soi pour apprendre avec ce type d'espèce. Et ça reste très simple à observer. Pour revenir sur Odontomachus astatus d'ailleurs, il y a des zones où vraiment elles sont connues pour être en grand nombre, hein, présentes, et ils ont trouvé pas mal de colonies où justement il y avait plein de reines dedans, et ça c'est hyper sympa parce que j'imagine que du coup le développement doit être quand même différent, et je sais pas, moi j'adore avoir des colonies avec justement plusieurs reines, je trouve ça hyper sympa. Bon, en élevage, on va pas se mentir, c'est aussi une garantie, une sorte de sécurité pour justement le développement de votre colonie. Maintenant, voilà, ici, Odontomachus haematodus, je ne sais même pas vous dire comment ça se passe réellement, est-ce que c'est mono, poly, etc. Je vous avoue, j'ai même pas regardé, pour être franc. Cependant, j'avais lu des articles disant que cette espèce s'est étendue énormément sur le territoire où elle se trouvait de base. Elle s'est étendue sur 300-400 km plus au nord, un peu au sud, etc. Bref, imaginez-vous qu'elles ont pris du territoire, sachant que avant qu'on porte vraiment l'attention sur l'espèce, on se rendait pas compte que c'était elle qui commençait vraiment à proliférer autant sur le continent d'Amérique du Sud notamment, quoi. Ce qui se passe aussi avec cette espèce, c'est qu'elle peut être facilement confondue avec pas mal d'autres Odontomachus parce que les ressemblances sont extrêmement proches. Enfin bref, il y a tellement de choses à dire sur ce type d'espèce. Je vous laisse observer un peu. Bon, ici l'exemple n'est pas parfait. Je vais tout simplement vous dire pourquoi, parce que la taille de la blatte déjà n'est pas adaptée. Cependant, ce type d'espèce va venir à bout de la blatte sans aucun problème. Sachant que, comme je vous l'ai dit plus tôt, hein, elle possède du notamment, hein, c'est venimeux en soi, et donc si vous remarquez bien, la blatte a été piquée dans un premier temps à l'arrière-train, et on remarque déjà une certaine paralysie de cet arrière-train lors des déplacements. Bon, celle-ci, à force on va dire, après 3 piqûres va totalement être, voilà, vous avez bien compris la suite, et donc elles n'auront plus aucun problème, donc en gros sur 5 minutes c'est terminé la vie de cette blatte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en soi. Je pense juste en faisant l'enregistrement vocal que je dois mettre un spoiler juste avant pour prévenir que si les gens n'apprécient pas de voir, on va dire, une chasse de fourmis sur un autre insecte, faudra pas regarder cette séquence. C'est pour ça que j'ai eu un petit blocage, parce que je me suis dit il est important de le mettre, même si bon, voilà quoi. J'espère en tout cas vous régaler avec ce type d'image. On peut pas spécialement bien observer ce type d'espèce en général parce qu'on choisit souvent des terrariums ou des trucs plantés, ce genre de choses, et donc on peut pas observer correctement vraiment chaque individu, voir un peu leur comportement. On peut pas voir spécialement le couvain non plus, donc je me suis dit que ce petit compromis de, je vais dire de setup pas spécialement low cost, mais qui est pas spécialement impressionnant, nous permettrait d'avoir des images peut-être plus satisfaisantes et de comprendre peut-être plus de choses sur l'espèce et de voir notamment ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles consomment, à quel rythme, enfin voilà. Ici, pour exemple, j'ai mis une blatte que j'ai sacrifiée sans vous montrer de chasse, hein. On a la chasse que je vous ai déjà mis en image. Bon, elles ont 2 blattes donc pour 40 individus. On va voir comment ça va se passer. En général, je nourrissais tous les 3 jours de 3 blattes environ.
peut-être plus petite de taille et je ne retrouverai jamais rien. Donc en termes de nourrissage, je pense qu'on était dans quelque chose de bien, mais bon. Enfin voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas, hein, mentionnez votre soutien. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller voir justement la chaîne de la Ch'tite Fourmi qui a pas mal de vidéos sur les Donotomachus haematodus parce qu'il a une très grosse colonie. Mis à part ça, en tout cas je remercie les gens qui prennent le temps de m'écrire, de liker la vidéo. Ça ne prend que quelques secondes, mais beaucoup de gens oublient. Et au final ça donne une énorme force, notamment sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.